Chink-in. Vous savez, j'ai reçu quelques offres pour enseigner à des enfants. J'ai enseigné le patinage pendant un bon moment. Le nom de Tanya Harding pèse lourdement sur ses épaules depuis des années. C'est quelque chose que peu d'athlètes moyens professionnels ont à gérer. Même ceux qui n'ont jamais regardé le patinage artistique se souviennent du scandale, des commérages et des gros titres constants qui semblent la suivre partout où elle va. L'histoire a été si souvent racontée que ce qui s'est réellement passé menace de se perdre dans l'oubli. Mais maintenant, à 54 ans, Tanya elle-même a finalement décidé de dire la vérité. Ce qu'elle dit ne fait pas que rappeler un moment qui a stupéfié le monde. Cela nous fait revoir cette nuit et elle sous un nouveau jour. Début de vie et carrière, Tanya Maxine Harding est née le 12 novembre 1970 à Portland, dans l'Oregon. Elle a grandi avec ses parents, Leavona Golden et Albert Harding, qui ont eu du mal à joindre les deux bouts tout en l'élevant. Le père de Tanya a occupé divers emplois, gérant des complexes d'appartements, conduisant des camions et possédant même un magasin d'appâts et d'articles de pêche, mais sa mauvaise santé l'empêchait fréquemment d'avoir un emploi stable. Sa mère, Leavona, était serveuse et cousait elle-même les costumes de patinage artistique de Tanya parce qu'il ne pouvait pas en acheter de coûteux. L'argent n'a jamais été abondant, mais la passion de Tanya pour le patinage était évidente dès son plus jeune âge. Elle a commencé à patiner à l'âge de 3 ans seulement avec l'aide de l'entraîneur Diane Rawlinson. La petite enfance de Tanya n'a pas été simple. Elle a témoigné plus tard que sa mère l'a maltraitée fréquemment physiquement et émotionnellement. Leavona a avoué une fois avoir frappé Tanya dans une patinoire à roulettes, bien que d'autres aient soutenu que la manière dont sa vie était présentée dans le film « Moi, Tanya » rendait les choses plus dramatiques. Quoi qu'il en soit, la vie à la maison était difficile pour Tanya et le patinage est rapidement devenu son refuge. En plus du patinage, elle a également appris à faire de la mécanique automobile avec son père, à chasser et a même participé à des courses de dragster. En 1987, à l'âge de 16 ans, ses parents ont divorcé. Peu de temps après, elle a abandonné ses études secondaires pour patiner à temps plein, mais a ensuite obtenu son GED en 1988. Elle a passé la décennie des années 1980 à gravir les échelons de la compétition, se classant 6e aux championnats américains de 1986, 5e en 1987 et 1988, puis 3e en 1989. En octobre de cette année-là, elle a remporté Skate America, faisant prendre conscience aux autres qu'elle était une menace sérieuse. Sa plus grande percée a eu lieu en 1991. Aux championnats américains, Tanya a réussi un triple axel, un saut si difficile qu'aucune américaine ne l'avait jamais réussi en compétition auparavant. Elle n'en a pas seulement réussi un, elle a réussi 7 triples sauts dans son programme et a obtenu certaines des notes duo techniques les plus élevées jamais obtenues lors de l'événement. La même année, au championnat du monde, elle a répété le triple axel, terminant deuxième derrière Christy Yamaguchi et devant Nancy Karian. Tanya a de nouveau marqué l'histoire à Skate America en septembre 1991 en tant que première femme à réussir un double axel dans un programme court. Chunk 2, la première à en réussir 2 dans une seule compétition et la première à le réussir en combinaison. Mais après cette année phénoménale, elle n'a plus jamais réussi à réussir le saut en compétition. Sa carrière a commencé à décliner, bien qu'elle ait continué à persévérer. Elle a terminé 3e aux championnats américains de 1992 en raison d'une blessure à la cheville, puis a participé aux Jeux olympiques d'hiver de cette année-là, terminant 4e. Ses saisons suivantes n'ont pas été aussi bonnes, mais à ce moment-là, Tanya Harding était déjà entrée dans les livres d'histoire du patinage artistique comme l'une des athlètes les plus révolutionnaires sur la glace. Trahison familiale et tragédie. Au fur et à mesure que la carrière de patineuse de Tanya Harding se déroulait, sa vie hors glace était marquée par les douloureux souvenirs de torture qui ont laissé des cicatrices émotionnelles. L'un de ses chapitres les plus sombres a été fourni par sa propre famille. Dans sa propre biographie autorisée, Tanya Tapes, Tanya a révélé comment elle avait été torturée par son demi-frère Chris Davidson. Elle a découvert que Davidson l'avait continuellement tourmentée et maltraitée lorsqu'elle était enfant.
Quelque chose qui a exacerbé la vie familiale déjà troublée qu'elle partageait avec sa mère autoritaire. Tanya n'en pouvait plus. En 1986, alors qu'elle était encore adolescente, elle a contacté la police après que le harcèlement et les menaces de Davidson soient devenus trop importants pour elle. Il a été arrêté et a fait un bref séjour en prison. Mais la douleur qu'il a infligée à Tanya ne s'est jamais dissipée. Pire que cela a été la réaction de ses parents. Plutôt que de la soutenir complètement, Tanya a affirmé que ses parents avaient minimisé ou ignoré le comportement de Davidson, lui disant de ne pas signaler l'incident. Pour une jeune fille qui luttait déjà pour poursuivre ses aspirations olympiques tout en vivant dans une maison imprévisible, ce fut un autre coup dévastateur. Puis, en 1988, la catastrophe. Chris Davidson a été assassiné dans un accident de délit de fuite, une affaire non résolue à ce jour. Pour la plupart des familles, la perte serait cataclysmique, mais pas pour Tanya, dont les sentiments étaient plus complexes. Dans une interview en 1994, elle a avoué que Davidson était la seule personne qu'elle détestait vraiment et la seule qu'elle ne pensait pas devoir être pardonnée. Ces phrases donnaient un aperçu de la profondeur des blessures et de l'ampleur des effets de la maltraitance sur sa façon de le percevoir. Cette partie sombre de la vie de Tanya n'est presque jamais mentionnée en relation avec son histoire de patinage ou le scandale pour lequel elle est maintenant tristement célèbre, mais elle démontre le genre de lutte personnelle qu'elle a connue bien avant que le monde ne fasse attention à elle. L'attaque qui a choqué le monde. Le 6 janvier 1994 est le jour où le patinage artistique a été changé à jamais. Un jour seulement, avant l'épreuve individuelle féminine des championnats américains de patinage artistique, la championne en titre Nancy Carrion a été brutalement agressée après avoir terminé une séance d'entraînement à la Cobo Arena de Détroit. L'attaque a eu lieu dans un couloir autrement silencieux. Chunk 3, mais en quelques heures, elle faisait la une des journaux partout. Alors que Nancy marchait derrière un rideau, un homme mystérieux s'est précipité vers elle. Il s'appelait Shane Stant. Avec un bâton télescopique de 21 pouces, il a balancé les deux mains et a frappé Nancy directement au-dessus du genou droit. Simple mais vicieux était l'intention. La blesser suffisamment gravement pour l'empêcher de participer aux nationaux et, plus important encore, de participer aux Jeux olympiques d'hiver à venir. L'instant était atroce. Les caméras ont filmé les conséquences. Nancy hurlant d'agonie, tenant sa jambe et prononçant la question glaçante « Pourquoi moi ?» Cette cassette a tourné sans cesse à la télévision, stupéfiant le monde. Stant ne travaillait pas de manière indépendante, il a par la suite avoué et s'est rendu au FBI le 14 janvier, une semaine et demie après l'agression. Les enquêteurs ont découvert que Stant et son oncle Derek Smith avaient été payés pour effectuer le travail. Qui les a embauchés ? L'ex-mari de Tanya Harding, Jeff Galouli, et le soi-disant garde du corps de Harding, Shah Eckard. Leur intention était d'écarter Carrion de la compétition afin que Harding ait une meilleure chance de gagner. L'attaque avait initialement été mal exécutée. Stant s'était d'abord rendu au Massachusetts pour localiser Carrion, mais n'avait pas réussi à la trouver. Refusant d'être vaincu, il a fait plus de 20 heures de bus jusqu'à Détroit, où il a commis l'attaque. Bien que le coup n'ait pas fracturé la jambe de Nancy, il a causé de graves ecchymoses qui l'ont obligée à se retirer des championnats. Elle n'a pas pu défendre son titre aux États-Unis. Un résultat dévastateur pour l'une des étoiles les plus brillantes du sport. Plus tard cette semaine-là, le 8 janvier, Tanya Harding a remporté le championnat américain seulement 2 jours après la blessure de Carrion. Carrion étant hors jeu, Harding était au sommet. Les deux femmes ont finalement été sélectionnées pour représenter les États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 1994. L'agression a été l'un des plus grands scandales sportifs de l'histoire, non seulement en raison de la brutalité, mais aussi en raison du complot qui la sous-tendait. Un sport marqué par la beauté et l'élégance s'est retrouvé impliqué dans un crime, une trahison et une attention médiatique internationale. Pour certains, c'est le moment où les noms de Tanya Harding et Nancy Carrion seraient à jamais associés, quelle que soit la divergence de leur vie auparavant. Interview, arrestation et dénégation. Dans les jours qui ont immédiatement suivi l'attaque choquante contre Nancy Carrion,
tout le monde s'est tourné vers Tonya Harding et les personnes qui l'entouraient. Le 11 janvier 1994, 5 jours après l'attaque, Harding a accordé une interview télévisée à Coin TV dans sa ville natale de Portland, dans l'Oregon. Interrogé lors de l'interview par le journaliste, la question qui était dans tous les esprits. Une personne proche d'elle aurait-elle pu être impliquée dans la planification de l'attaque? Chang 4. Harding a hésité, puis a avoué « J'y ai définitivement pensé ». Ce qui ajoutait à l'inconfort du moment, c'était la présence de Jeff Galloway, son ex-mari, debout derrière la caméra dans son champ de vision pour l'interview. Tonya a conclu sa déclaration par des mots qui sonnaient à la fois comme un défi et une défense. « Personne ne contrôle ma vie à part moi. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, je vais le changer. » Parallèlement, elle a assuré qu'elle s'était déjà entretenue avec des agents du FBI à Détroit et à Portland dans le cadre de l'enquête de l'AUI. Le lendemain même, le 13 janvier, le scandale s'est approfondi lorsque la police a arrêté Sean Ehard, le garde du corps de Harding, et Derek Smith, l'oncle de Shane Stant. Les deux hommes étaient directement liés à l'attaque. L'histoire qui avait stupéfié la communauté du patinage devenait maintenant une affaire criminelle s'étendant de Détroit à Portland. Le 14 janvier, l'Association américaine de patinage artistique, USFSA, a jugé bon de publier une déclaration. Interrogé sur la question de savoir si l'arrestation d'Eschart aurait un impact sur la position de Harding dans l'équipe olympique, les responsables n'ont fait aucun commentaire si ce n'est « nous ne traiterons que des faits ». Harding n'avait encore été accusé de rien, mais les soupçons à son sujet augmentaient chaque jour. Harding et Gillooly ont chacun retenu les services d'avocats individuels, mais leurs avocats ont tout mis en œuvre pour indiquer que le couple coopérait avec les autorités. Le 15 janvier, les deux ont même fait des apparitions devant la presse, bien qu'ils aient refusé de répondre à des questions spécifiques concernant l'affaire. L'avocat de Harding est allé plus loin le 16 janvier en tenant une conférence de presse où il a lu une déclaration préparée. Dans celle-ci, Harding a nié toute complicité dans le complot contre Karian. Plus tard dans la soirée, Tonya a tenté de revenir à une forme de normalité. Elle est allée à la patinoire pour s'entraîner avec ses entraîneurs. Les journalistes l'ont suivie et bien qu'elle ait pris le temps de leur parler, c'est son patinage qui a volé la vedette pendant un instant. Au milieu de toute la tempête qui se déroulait autour d'elle, Harding était toujours capable de réussir un triple axel, rappelant à tout le monde qu'au milieu de la tempête, elle était toujours l'une des meilleures patineuses au monde. La confession de Harding et la tempête médiatique. À l'approche des Jeux Olympiques d'hiver de 1994, Tonya Harding s'entraînait quotidiennement à la patinoire Clackamas Town Center de l'Oregon, mais ce n'étaient plus des séances d'entraînement de routine. Plutôt que des entraîneurs et des patineurs, des dizaines de milliers de badauds curieux et des dizaines de journalistes se sont massés dans le centre commercial pour voir ce qu'elle allait faire. Elle était suivie par des caméras partout, faisant de son entraînement olympique un spectacle pour tous. Puis, le 18 janvier 1994 est arrivé le jour le plus difficile pour Harding jusqu'à présent. Harding et ses avocats ont rencontré le procureur du district et le FBI pour un interrogatoire. Ce qui était initialement une interview s'est transformé en plus de 10 heures. Harding a d'abord nié avoir connaissance du complot contre Nancy Karian. 8 heures après le début de l'interrogatoire, même son avocat a lu une déclaration déclarant qu'elle et son ex-mari Jeff Galloway se séparaient. Dans cette déclaration, Harding a affirmé « Je continue de croire que Jeff est innocent de tout acte répréhensible. Je ne lui souhaite que le meilleur, mais bientôt la situation a commencé à changer. » Selon des rapports ultérieurs publiés dans le Seattle Times, l'histoire de Harding a commencé à s'effriter sous l'examen minutieux. Après des heures de dénégation, un agent du FBI l'a finalement informé qu'il savait qu'elle avait menti. Chunk 5. Coincé, Harding a craqué. À la fin de l'interrogatoire, elle a avoué « J'espère que tout le monde comprend, je dénonce quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Je sais maintenant que Jeff est impliqué, je suis désolé. » Le lendemain même, le 19 janvier, Gillooly s'est rendu au FBI. Une semaine plus tard, le 27 janvier, des rapports ont fait surface selon lesquels il avait déjà commencé à coopérer avec les autorités et à fournir des témoignages sur le complot.
incriminant peut-être Harding Moore. Dans le même temps, Harding a tenté de maintenir une façade courageuse en public. Harding est apparu en prime time avec Diane Sawyer le 20 janvier, affirmant qu'elle n'avait commis aucun acte répréhensible. Des amis comme Stéphanie Quintero, qui hébergeait Harding à l'époque, ont déclaré que Tanya était traumatisée et qu'elle avait du mal à croire que Jeff avait pu lui être infidèle. Harding a finalement tenu sa propre conférence de presse. Lisant une déclaration préparée, elle s'est excusée que Karian ait été attaquée et a réitéré qu'elle admirait sa concurrente. Elle a nié avoir eu connaissance du complot au préalable, mais a concédé qu'elle n'avait pas signalé les informations qu'elle avait acquises après l'attaque. Comme elle l'a dit, le fait de ne pas signaler immédiatement ces informations n'est pas un crime. À proprement parler, dans l'Oregon et dans la plupart des États, le simple fait de dissimuler la connaissance d'un crime n'était pas illégal. Mais aux yeux de l'opinion publique, la crédibilité de Harding était en ruine. La tempête médiatique n'a fait que s'amplifier. En janvier, le scandale faisait la couverture de Sports Illustrated, Newsweek et Time, Harding et Karian allant toutes les deux représenter l'équipe américaine aux Jeux Olympiques de Lillehammer. L'histoire ne portait pas seulement sur le patinage. Elle était devenue l'un des plus grands spectacles tabloïds de la décennie, audience de culpabilité et route vers la Norvège. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, de plus en plus d'informations concernant l'agression contre Nancy Karian ont émergé. Le 1er février 1994, Jeff Gillooly, l'ex-mari de Tanya Harding, a plaidé coupable à un accord. Les procureurs lui ont garanti une peine réduite en échange de son témoignage contre le reste des auteurs. En juillet de cette année-là, Gillooly a été condamné à une peine de prison de 2 ans. Devant le juge, il s'est publiquement excusé auprès de Nancy Karian. Mais même lui a reconnu que ses excuses sont nées creux. Gillooly n'était pas le seul à être puni. Shah Echart, l'ex-garde du corps de Harding, a également plaidé coupable. Tous deux ont plaidé coupable de racket. Shank 6. Dans le même temps, Shane Stant, la personne qui a réellement commis l'agression, et son oncle Derek Smith, qui a fourni le véhicule de fuite et aidé au transfert d'argent, ont plaidé coupable de complot d'agression au 2e degré. Le juge dans l'affaire, Donald Leur, a expliqué à quel point cette infraction était dangereuse. Il a souligné que Karian avait de la chance. Elle aurait pu être blessée beaucoup plus gravement. Des années plus tard, Echart est décédé en 2007, mettant ainsi fin à un autre chapitre de l'histoire compliquée. Alors que les tribunaux traitaient les assaillants, le monde du patinage a également réagi. Le 5 février 1994, l'Association américaine de patinage artistique, USFSA, a déclaré qu'il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que Harding avait violé le code de sportivité du sport. Bien qu'elle ait affirmé ne pas avoir eu connaissance du complot à l'avance, ses propres transcriptions du FBI ont montré qu'elle n'avait pas signalé ce qu'elle savait après l'attaque. Son silence, conjugué à des preuves telles que des relevés téléphoniques, des témoignages et même des notes griffonnées tirées de la poubelle d'un bar à Portland, a fait que Harding a été officiellement accusé de mensonge. L'USFSA a suggéré une audience disciplinaire, mais la présidente de l'organisation, Claire Ferguson, n'a pas immédiatement suspendu Harding. S'il l'avait fait vivre, Harding aurait probablement intenté une action en justice en vertu de la loi sur les sports amateurs de 1978, ce qui aurait pu faire traîner les choses en longueur et lui aurait quand même permis de participer aux Jeux Olympiques. Au lieu de cela, elle a été informée qu'elle avait 30 jours pour répondre aux accusations, ce qui signifiait que la saga durerait bien après le tribunal. Dans le même temps, chaque pas de Harding à Portland était suivi par des journalistes. Le 7 février, elle a même été photographiée pieds nus en train de courir dans un parking pour empêcher sa voiture illégalement garée d'être remorquée. Une photo qui a fait les manchettes d'Yapier National. Quelques jours plus tard, le 10 février, elle a eu une interview avec Connie Chung. Interrogée sur Gillooly, elle s'est couverte, répondant « Je n'ai jamais rien fait pour blesser Jeff. Si j'ai jamais fait quoi que ce soit, c'était pour le défendre et le protéger. » Chung n'en a pas fini là. Elle a en fait réservé un voyage sur le même vol que Harding pour la Norvège, partant pour Oslo le 15 février. Selon son propre récit, Chung ne se serait jamais rendu en Norvège s'il n'y avait pas eu de scandale.
Partager la glace et faire face aux conséquences, les Jeux Olympiques d'hiver de 1994 à Lillehammer en Norvège ont été quelque chose que le patinage artistique n'avait jamais connu auparavant. Le 17 février, quelques semaines après l'agression qui a stupéfié le monde, Tonya Harding et Nancy Kerrigan se sont de nouveau tenues sur la même glace, cette fois lors d'une séance d'entraînement à l'amphithéâtre olympique de Hamar. Le stade était rempli de près de 400 membres du personnel des médias, tous attendant d'enregistrer le moment. Le gagnant d'une médaille d'or olympique, Scott Hamilton, a ensuite décrit l'ensemble de l'épisode comme un événement plus tabloïd que sportif. Kerrigan a fait une déclaration dramatique ce jour-là. Elle portait le même costume blanc qu'elle portait lorsque Shane Stant l'a attaqué à Détroit. Les journalistes l'ont immédiatement remarqué et Kerrigan a expliqué plus tard que la décision était délibérée, disant que l'humour lui avait permis de reprendre le contrôle du moment. C'était sa démonstration de force, même au milieu du cirque de sa vie. Dès que la compétition a commencé, le monde a regardé sur ses écrans de télévision. Chunk 7. La télédiffusion du programme technique féminin du 23 février a attiré l'une des plus grandes audiences télévisées de l'histoire des États-Unis. Mais le résultat n'a pas été celui que Harding souhaitait. Le 25 février, pendant le programme libre, une tragédie s'est produite lorsqu'un des lacets de ses patins s'est cassé. Paraissant troublée, elle a interrompu sa performance à mi-chemin et a supplié les juges de lui permettre de continuer. Ils ont consenti, mais le mal était déjà fait. Harding a terminé 8e. Kerrigan, qui s'était étonnamment rétabli de sa blessure, a réalisé une performance magnifique et a remporté la médaille d'argent, terminant juste derrière l'Ukrainienne Oksana Bey. Les choses n'ont fait qu'empirer pour Harding après Lillehammer. Elle a plaidé coupable le 16 mars 1994 dans une salle d'audience de Portland à une accusation de crime de complot visant à entraver les poursuites. À ce moment-là, les enquêteurs avaient suivi les appels téléphoniques, les comptes faux fictifs et les tromperies que Harding avait faites au FBI. En vertu de son accord de plaidoyer, elle a échappé à la prison, mais a écopé de 3 ans de probation, de 500 heures de travaux d'intérêt général et d'une amende de 100 000 $. Elle a également été sommée de rembourser les frais juridiques et de verser 50 000 $ aux Jeux olympiques spéciaux de l'Oregon. Le pire pour Harding, l'accord exigeait qu'elle démissionne de son poste de membre de l'Association américaine de patinage artistique, la privant de la possibilité de participer à des événements à l'avenir. Pour Tonya Harding, les Jeux olympiques devaient être son moment de rédemption. Ils sont plutôt devenus la plateforme de sa propre destruction, de ses procès, de ses mises en accusation et d'une interdiction à vie. Suite au plaidoyer de culpabilité de Tonya Harding en mars 1994, la saga n'était en aucun cas terminée. Bien qu'elle ait échappé à une peine de prison, elle a tout de même subi d'énormes répercussions financières et professionnelles. Afin d'aider à payer ses frais juridiques de plus en plus élevés, le cofondateur de Nike, Phil Knight, a versé 25 000 $ et Harding a également empoché environ 600 000 $ en vertu des termes d'un contrat médiatique avec Inside Edition. Son avocat, Robert Weaver, a indiqué que l'accord de plaidoyer était une bonne nouvelle dans la mesure où il lui évitait d'aller en prison, mais l'incertitude quant à savoir si elle avait encore un avenir dans le patinage persistait. L'Association américaine de patinage artistique, USFSA, n'était pas certaine que Harding ait participé à l'agression avant les championnats nationaux et a convoqué une audience disciplinaire en juin. Ils ont même débattu de la question de savoir s'il fallait lui retirer son titre national de 1994. Le 21 mars, les tensions sont montées lorsqu'un grand jury de Portland a rendu un acte d'accusation formel après 2 mois d'enquête. L'entraîneur, le chorégraphe et même les connaissances de Shawn Eckhardt de Harding étaient parmi les témoins. L'acte d'accusation alléguait qu'il existait des preuves convaincantes que Harding avait eu connaissance du complot dès le début et qu'elle aurait pu utiliser des fonds de l'USFSA pour aider à financer l'attaque. Néanmoins, en raison de son accord de plaidoyer du 16 mars, elle n'a pas été accusée de nouveau criminellement. En juin, le destin de Harding dans le patinage artistique était pratiquement déterminé. Le comité disciplinaire de l'USFSA s'est réuni pendant 2 jours marathon
examinant les relevés téléphoniques, les relevés bancaires, les rapports du FBI et les propres aveux de plaidoyer de Harding. Le 30 juin, le président a annoncé son verdict par une prépondérance de preuves. Harding avait eu connaissance préalable de l'agression, bien que cela n'ait pas atteint les normes plus élevées d'un tribunal pénal. Les preuves civiles étaient suffisantes pour démontrer un mépris flagrant de l'équité, de l'esprit sportif et du comportement éthique Chunk 8. Harding ne s'est pas présenté à l'audience. Weaver a déclaré plus tard que la décision était décevante, mais pas inattendue. La pénalité, cependant, a été écrasante. Elle a été privée de son titre de championne américaine de 1994 et interdite à jamais de participer à des événements de l'USFSA, que ce soit en tant que compétitrice ou entraîneuse. Le verdict a effectivement scellé la carrière de Harding en tant que compétitrice. Bien qu'elle aurait techniquement pu participer à des événements professionnels, le scandale l'avait rendue intouchable, les promoteurs ne souhaitaient ou hontaient pas que son nom soit associé à leurs événements et les autres concurrents l'ont évité. À une époque où le patinage artistique atteignait de nouveaux sommets de popularité, Harding s'est retrouvé à l'extérieur, regardant son avenir dans le sport annulé. Interview ultérieure et perspectives changeantes. Tanya Harding et Nancy Kerrigan ont continué à être interrogées sur ce qui s'était passé dans les années qui ont suivi le scandale. Juste avant les Jeux Olympiques d'hiver de 1998, Fox et CBS ont diffusé des émissions spéciales retraçant l'histoire. Harry Smith a interviewé Harding sur CBS et elle a raconté ce qu'elle leur avait dit en 1994, à savoir qu'elle ne savait rien du complot visant à frapper Kerrigan. Smith a alors demandé à Kerrigan ce qu'elle pensait de cela. Kerrigan a fait référence aux transcriptions du FBI de Harding en 1994 et a déclaré qu'elle pensait que Tanya en savait plus qu'elle ne le disait. Fox, quant à elle, a présenté sa propre émission spéciale Breaking the Ice, les femmes de 84 revisitées avec James Brown comme animateur. Elle comprenait des interviews de Harding, Kerrigan et Jeff Gillooly qui avaient changé son nom de famille à ce moment-là en Jeff Stone. De façon inattendue, Gillooly a déclaré qu'il n'était pas en colère que Harding ait échappé à la prison et a concédé que sa propre peine avait été justifiée. Il a qualifié la participation de Harding de limitée, mais a ajouté qu'elle était probablement encore tourmentée par des sentiments de culpabilité. Le segment le plus largement discuté de l'émission spéciale était une double interview de Harding et Kerrigan. Les deux femmes espéraient la paix et le bonheur dans leur propre vie. Kerrigan a estimé qu'elle souhaitait que Harding puisse tirer une leçon du passé et être heureuse, tandis que Harding était reconnaissante d'avoir l'occasion de s'excuser personnellement une fois de plus. Une décennie après, l'histoire de Harding est revenue dans son autobiographie de 2008, The Tanya Tapes. Selon le livre, elle a avoué qu'elle avait voulu approcher le FBI en 1994, mais qu'elle ne l'avait pas fait parce que Gillooly l'aurait menacée de mort. Elle a également fait part d'une allégation surprenante selon laquelle Gillooly et deux autres hommes non identifiés l'avaient attaqué avec une arme à feu. Gillooly a catégoriquement nié l'accusation, la qualifiant d'absurde et de ridicule. Deadspin a interviewé Gillooly en 2013, utilisant toujours le nom de Jeff Stone. Il a une fois de plus nié les allégations d'agression de Harding, mais a reconnu que sa stupidité avait ruiné sa carrière de patineuse. Il a déclaré qu'il se sentait coupable que Harding soit devenue la cible de tant de blagues et a admis qu'elle avait eu beaucoup plus de mal que lui après le scandale. Néanmoins, il a continué à la qualifier de grande patineuse. Chunk 9. En 2014, la conversation autour du scandale s'était adoucie, du moins du côté de Kerrigan. Dans une interview avec le commentateur sportif Bob Costas, elle a déclaré qu'elle avait accepté les excuses passées de Harding. Kerrigan a expliqué qu'elles avaient toutes les deux des familles et qu'il était temps de passer à autre chose. « J'ai toujours souhaité le meilleur à Tanya », a-t-elle déclaré, ajoutant que la vie devait consister à se concentrer sur le présent au lieu de raviver de vieilles blessures. La vie après le patinage. Une fois sa carrière de patineuse terminée, la vie de Tanya Harding a également pris des tournures surprenantes. En 1994, elle s'est soudainement retrouvée sous les projecteurs lorsque une vidéo amateur de 1991 d'elle et de Jeff Gillooly est devenue publique. Des extraits de la cassette ont été diffusés à la télévision et
Par la suite, les droits de l'ensemble de la vidéo ont été achetés par Penthouse et mis à la disposition du public. Harding et Giannulli ont été payés pour la vente, mais cela a alimenté la controverse dans son année déjà troublée. La même année, Harding s'est lancée dans le secteur du divertissement. Elle a été présentée comme manager lors d'un événement de lutte professionnelle à Portland où elle s'est associée à des lutteurs tels qu'Eddie Guerrero. Elle a également tenté de former un groupe appelé Golden Blades, mais leur seule performance a été désastreuse lorsqu'ils ont été hués hors de la scène en 1994. Elle a même été choisie pour jouer dans un film d'action intitulé Breakaway, qui est sorti 2 ans plus tard, mais qui ne lui a pas apporté beaucoup de succès. Au fil des ans, Harding est apparue dans des émissions de télévision comme The Weakest Link, puis a travaillé comme commentatrice sur World's Dumbest sur True TV. Outre les médias, Harding a également occupé des emplois traditionnels. Elle a été soudeuse, peintre et vendeuse chez Sears, entre autres. Elle a ensuite fait de la peinture et des travaux de terrasse. En 2019, elle est apparue dans une publicité télévisée pour Direct Auto Insurance. Sa transition la plus inattendue a été sur le ring de boxe. En 2002, elle a boxé Paula Jones dans une boxe de célébrité et a gagné. 1 an plus tard, elle est devenue professionnelle mais a perdu un combat serré contre Samantha Browning. Harding a eu 6 combats au total après cela, en remportant 3 et en perdant 3. Bien que sa tentative ait été louable pour certains, la foule n'a pas toujours été amicale envers elle. Les 6 spectateurs l'ont huée et ont applaudi ses adversaires. Sa carrière professionnelle a été de courte durée après plusieurs années en raison de son asthme. Bien qu'elle n'ait pas retrouvé le même niveau de succès qu'elle avait lors du patinage, Harding a continué à expérimenter différentes voies, faisant preuve de persévérance à travers des changements fréquents. L'histoire de Tonya Harding est un tourbillon de triomphes, de scandales et de luttes interpersonnelles. Elle n'était pas seulement connue pour son patinage, mais aussi pour les controverses qui ont fini par la définir aux yeux du public. Son parcours est un rappel de la rapidité avec laquelle la renommée peut passer de la célébration à la critique. Qu'on l'aime ou qu'on la juge, une chose est certaine. Tonya Harding restera à jamais inoubliable dans le monde du patinage artistique et au-delà. Chunk 10. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de cliquer sur le bouton s'abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.